tous. Donc, on va vous présenter rapidement le programme de recherche de la stratégie nationale pour la cybersécurité. Comme l'a dit en introduction le journaliste, c'est une stratégie qui avait été annoncée par le président de la République en février 2021. Et l'objectif de cette stratégie, c'était de faire la cybersécurité, qui est un énorme enjeu pour une société numérique, d'en faire aussi une opportunité de développement économique. Donc il y a eu un certain nombre de grands objectifs qui ont été définis sur la stratégie, en particulier de doubler le nombre de professionnels pour passer de 37 000 à 75 000, en particulier de tripler le chiffre d'affaires de la filière d'ici 2025 pour atteindre à peu près 25 milliards d'euros, et également d'être capable de faire émerger un certain nombre de licornes. Donc cette stratégie, elle s'est déclinée selon un certain nombre d'axes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu un focus qui a été mis sur la recherche, parce que dans le domaine de la cybersécurité, avec des attaquants qui sont toujours mieux armés et qui en permanence sont capables de développer de nouvelles armes, c'est important d'être capable de toujours évoluer. Donc ce programme, c'est un programme qui a été un programme équipement prioritaire de recherche pour la cybersécurité, PEPR. C'est un programme dans lequel l'Agence nationale pour la recherche a un rôle extrêmement important, parce que c'est l'opérateur du SGPI pour ce programme-là. Donc c'est l'ANR qui va faire l'évaluation, qui va faire le suivi des projets pour le coordinateur de la stratégie nationale et pour les pilotes. Le pilotage a été confié à 3 acteurs, les 3 organismes de nationaux de recherche qui sont le CEA, le CNRS et INRIA. Et l'objectif de ce programme, qui est de 65 millions d'euros, c'est d'être capable d'attaquer 10 défis de recherche fondamentale. C'est de la recherche fondamentale. Il y a d'autres outils dans la stratégie nationale pour faire de la recherche plus appliquée, comme par exemple le programme transfert du campus cyber qui est opéré par INRIA, comme par exemple Cyber Booster, comme par exemple des appels. Donc le programme de recherche est vraiment focalisé sur des TRL qui sont plutôt entre 1 et 4. Et c'est un objectif qui est complémentaire à ce qui existe déjà. Il y a déjà les appels génériques, il y a déjà un certain nombre de guichets qui permettent de financer. Là, l'idée, c'est de faire des programmes longs de 5 à 6 ans dans lesquels on va être capable de structurer des communautés de recherche. Donc de ne pas rassembler toute la communauté de recherche, mais de faire des communautés de recherche pour avoir de la recherche sur objectifs et de vérifier que sur les objectifs qui ont été donnés par l'État, être capable de lancer des défis de recherche, être capable de structurer des communautés qui travaillent ensemble, qui sont capables de vraiment avoir des résultats, et à la fin d'avoir une certaine maîtrise sur des technologies, parce que c'est indispensable que sur un certain nombre de résultats, sur un certain nombre de savoirs, un certain nombre de technologies ou d'outils, on ait une certaine maîtrise pour garantir la souveraineté. Donc au niveau de la gouvernance, c'est vraiment une action de la stratégie nationale pour la cybersécurité qui a été mise en place. Donc il y a un énorme travail qui est fait par l'ANR pour nous aider au niveau de tout ce qui est le fonctionnement du programme. On a au-dessus de nous une instance qui est le comité interministériel, qui va être capable de vérifier que les programmes qu'on fait sont cohérents. Et puis on a mis en place une gouvernance pour être sûr à la fois d'associer la communauté, parce qu'on a une communauté de recherche qui est vraiment très riche en France, avec près de 1300 chercheurs dans un certain nombre d'organismes, d'écoles, d'universités. Donc être vraiment capable de les associer autant que possible sur les projets, et en même temps d'être capable d'associer les acteurs socio-économiques, parce que contrairement à certains travaux qui sont très exploratoires, qui visent à essayer d'explorer des nouvelles voies, là c'est quand même de la recherche sur objectif, et donc il faut être sûr que ce qu'on fait, ça va servir à la fin pour la filière, que ce soit les acteurs industriels, les grands acteurs étatiques. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un conseil d'orientation stratégique qui vise à avoir des acteurs pour vérifier que ce qu'on fait est bien cohérent par rapport aux priorités en termes de recherche et cohérent en termes d'attente. Donc au niveau du comité de pilotage, vous allez retrouver un représentant par organisme. Au niveau de la direction de programme, elle est un peu plus fournie, parce qu'il y a un énorme travail d'animation et de communication. Donc vous avez des directeurs de programme qui ont été désignés par organisme, et vous avez aussi des ingénieurs projets qui ont été mis en place pour aider. Et puis surtout, on a mis en place un comité qui va être là pour essayer de créer des synergies entre les projets, parce que l'inquiétude qu'on avait quand on a rédigé ce programme de recherche, c'était d'être sûr qu'on ne se retrouve pas avec 10 silos qui travaillent chacun sur des sujets, alors qu'il y a des vraies cohérences et des vraies synergies possibles entre ceux, par exemple, qui vont travailler sur la sécurité des systèmes embarqués. C'est clair qu'il faut qu'ils travaillent en étroite coordination avec ceux qui vont travailler sur les outils d'évaluation de la sécurité logicielle. Donc on avait besoin d'être sûr que tous ces experts à qui on a demandé de porter les projets soient capables de se parler, soient capables de se communiquer. Donc là, on avait d'ailleurs une réunion de comité de programme juste avant cette réunion. Et l'objectif, c'est d'être sûr que tous ces gens commencent à travailler ensemble. Donc au niveau des projets,
Jean-Yves Marion, que vous connaissez, qui est le directeur du Lauréat, va vous les présenter. On a vraiment identifié 10 projets. 7 ont été lancés l'année dernière et on les avait annoncés lors d'une réunion de travail au campus cyber dans lequel chaque porteur avait présenté son projet. Et là, on a eu un énorme travail fait par l'ANR pour arriver à sélectionner les 3 projets suivants. Et on a réussi à en notifier 2 le 27 mars. Et les porteurs de ces 2 projets vont se présenter. C'est Noémie Véron et Aurélien Francillon pour le projet Rêve et Emmanuel Thomé pour le projet Cryptanalyse. Mais avant de passer à ces nouveaux projets, on propose de refaire un tout petit point rapidement sur les 7 projets qui avaient été lancés en 2022 pour voir la complémentarité de tous ces projets. Donc je passe le micro à Jean-Yves. Merci. Merci Bruno et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ces 7 premiers projets qui ont démarré depuis déjà quelques mois. Donc là, on voit pas grand-chose et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va passer directement au premier projet. Donc ça va faire un petit peu catalogue de la Redoute. Je suis désolé, mais voilà, surtout j'ai que 1 minute ou 2 par projet. Donc on va essayer d'aller de faire des choses un peu intéressantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet ? Un projet, c'est un ensemble d'équipes réparties sur la France. On a pris, l'idée, c'était de prendre en gros les meilleurs sur certaines thématiques ou les plus identifiés, et puis de les faire travailler ensemble sur un projet très ciblé sur un sujet de la cybersécurité. Donc ici, à chaque fois, vous avez, on va dire, les pilotes de chaque projet, mais en dessous, il y a des collègues qui sont répartis sur différents laboratoires en France. Alors, le premier projet que je présente ici, c'est HipHop. Ça concerne tout ce qui est la sécurité des données personnelles. Alors, vous savez que toutes ces données personnelles sont convoitées pour différentes raisons, hein, parce qu'elles sont réutilisées par la suite pour faire les algorithmes de machine learning, d'apprentissage automatique, afin de savoir quelles sont vos préférences, ce que vous pensez, ce que vous allez acheter, etc. Et puis aussi, elles peuvent être utilisées pour des actions malveillantes par la suite. Et donc tout ça, il faut les protéger. Donc il faut les protéger dans le cadre des infrastructures actuelles, hein, et en particulier des algorithmes d'apprentissage automatique. Comment on fait pour utiliser ces algorithmes d'apprentissage automatique sans trop dire de choses sur notre vie privée ? Donc vous allez retrouver des problèmes comme la difficulté d'anonymiser, sachant que l'anonymisation pure n'a pas d'intérêt parce qu'on veut toujours avoir un certain nombre d'informations. Donc on va essayer de pseudo-anonymiser. Donc c'est un véritable sujet de recherche extrêmement difficile. Le second projet, Secure Compute, alors la problématique est différente là. La problématique, c'est celle du cloud, donc l'informatique dans les nuages. Vous avez des données, vous allez faire des calculs quelque part, vous êtes raisonnablement confiant sur celui qui va vous fournir la puissance de calcul sur le cloud, le stockage, mais quand même, vous êtes quelqu'un de sérieux et vous dites « j'ai confiance, mais peut-être pas tant que ça, donc je voudrais faire des calculs sans que la personne qui vous fournit le cloud ou qui vous fournit les serveurs puisse savoir ce qui est calculé ». Et donc pour ça, on utilise des techniques de cryptographie, hein, qui sont détaillées là, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui permettent de faire des calculs chiffrés, si vous voulez, sans qu'une personne qui va observer le calcul puisse comprendre ce qui se passe. Donc on va préserver la confidentialité du calcul. Alors vous voyez, je change du coq à l'âne, hein, c'est un peu l'exercice, hein, je vais essayer de rendre ça un petit peu plaisant. Ce projet donc, qui s'appelle SVP, lui, ça concerne la vérification de protocole. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça que la vérification de protocole ? En fait, les protocoles, on utilise tout le temps. C'est quand vous tapez HTTPS sur votre navigateur, ça c'est un protocole. Et ce protocole, eh bien, ça va concerner généralement deux entités qui sont vous-même, celui qui va vouloir se connecter, et le serveur en face. Et puis avoir une discussion. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves. Salut, je m'appelle Amazon. Et puis on va commencer à discuter. Et même si vous considérez que la cryptographie est parfaite, le chiffrement est parfait, vous pouvez quand même attaquer et connaître ce qui va se passer. L'exemple typique qu'on trouve dans n'importe où, dans Pif Magazine ou dans Spirou, Tintin, c'est l'attaque de l'homme au milieu. Donc on va regarder les messages de chaque côté, et puis on va se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Donc comment on fait pour sécuriser tout ça ?
Eh ben, c'est loin d'être facile et il y a beaucoup d'erreurs dans les protocoles. Et donc, ce projet a pour objectif de vérifier, d'amener des outils pour vérifier les protocoles. Et puis, il y a des effets collatéraux de ça, parce que c'est ça qui est intéressant vraiment dans la science on va dire fondamentale, même si là, elle a un goût fortement appliqué, c'est que le vote électronique, donc quand vous votez, est en fait un protocole entre celui qui vote et celui qui tient l'urne, si vous voulez. C'est un protocole. Et donc, il y a tous des travaux sur le vote électronique de telle manière à garantir les droits minimums par rapport à un vote, c'est-à-dire typiquement, mon vote n'a pas été modifié, il a bien été en compte, des choses comme ça. Et je peux vérifier que c'est bien celui-là c'est bien le mien qu'on a dépouillé. C'est pas facile du tout, hein. Généralement, si vous avez déjà voté avec des machines électroniques, je ne suis pas sûr que ces droits minimums ont été garantis. Donc ici, on y arrive. Il y a eu un très bel exposé tout à l'heure d'un collègue sur le sujet. Bon, là, c'est moi, c'est sur les malwares, donc les programmes malveillants. Donc là, si vous voulez, c'est tout ce qui concerne la lutte contre les programmes malveillants. Donc vous allez retrouver les problèmes de détection des programmes malveillants, détection des rançongiciels, la partie investigation numérique avec le problème du forensic, et puis un volet qui est un volet différent, qui est un volet sur l'étude de l'écosystème des acteurs des programmes malveillants. Donc si vous passez en termes de rançongiciel, c'est l'écosystème des acteurs des rançongiciels, des criminels qui sont derrière, qui a le marché, blanchiment d'argent, et ainsi de suite. Alors j'avance, donc supervise, donc j'ai un des responsables, Ludovic May, qui est là, donc je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises, et voilà, donc si vous avez des questions, pas à moi. Donc là, ça concerne l'orchestration. L'orchestration de la sécurité, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données qui vont arriver, hein, par exemple, pensez au log des ordinateurs, mais plein d'autres données, et tout ça, il faut être capable de dire quelque chose, de savoir si oui ou non il y a une attaque, si oui ou non il y a un comportement suspect, etc. Alors, on pense toujours évidemment aux ordinateurs, et là il n'y en a pas trop sur vos genoux, mais il y a également tous les aspects IoT, c'est-à-dire les objets connectés, et tout ça, ça va travailler ensemble sur des mêmes réseaux, sur des réseaux séparés qui sont des réseaux hétérogènes. Donc comment on fait pour tenir compte de tout cet environnement qui est extrêmement complexe, et savoir que tout d'un coup, à partir de ces quelques signaux faibles, on a une attaque réelle. Le dernier projet, c'est Arsène, et son porteur, je l'ai vu. Non, il est parti. Hein. Ah, il vient de partir, donc là je peux dire des bêtises, c'est moins grave. Donc là c'est le problème de la sécurité matérielle, hein, la sécurité des puces, des processeurs, et ainsi de suite. C'est du domaine public, tout le monde sait que on peut faire des attaques sur le matériel et savoir qu'est-ce qui se passe dans un processeur, les fameuses attaques dites par canaux cachés. Et il n'y a pas que ça, il y a des tas d'attaques. Et comment on fait pour produire donc sur du silicium, hein, sur des processeurs qui ont un certain degré de sécurité par rapport à des modèles d'attaquants. Donc voilà, ça c'est le cœur de ce projet. Et je crois que c'est le dernier. Ah non, j'ai oublié, Securval. Securval, alors c'est un autre sujet. Cette fois-ci, on n'est plus dans le matériel du tout, on est dans le logiciel. Le logiciel lui-même peut avoir des bugs, et en particulier des erreurs, des bugs qui vont pouvoir permettre de faire des attaques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des exploits, hein, typiquement. Et la question du projet, c'est comment on fait pour produire du logiciel sans erreurs qui vont déclencher des exploits, c'est-à-dire des attaques, d'une part, et d'autre part, est-ce que mon bout de code que j'ai là, mon programme que j'ai là, ma librairie que j'utilise, hein, je ne sais pas, imaginez que vous avez des systèmes qui tournent, vous avez des tas de librairies que vous avez eu par des fournisseurs qui sont des fournisseurs tiers, hein, c'est ce qu'on appelle les problèmes de la supply chain. Est-ce que tout ce qui tourne là ne va pas contenir des vulnérabilités qui vont être exploitées plus tard ou des backdoors qui vont être exploités? Comment on fait pour les découvrir?
Alors voilà, moi, là, j'ai fini, j'ai passé mes 7 projets en revue et on va passer à la suite. Alors, donc vous avez vu, en 2022, on avait lancé 7 projets et à la fin 2022, on a décidé de lancer un appel à projets parce qu'il y avait 3 sujets sur lesquels il nous semblait important d'avoir une approche beaucoup plus ouverte. Comme l'a dit Jean-Yves, les futurs leaders de projets étaient moins évidents. Et donc, ça nous a semblé intéressant de mobiliser la communauté. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a demandé à l'ANR de mettre en place un appel à projet qui a été lancé à partir du 30 juin 2022, dans lequel on avait défini au niveau de la direction de programme un certain nombre de thématiques, qui étaient une thématique sur la sécurité des données multimédia, qui était une thématique sur la recherche et l'exploitation de vulnérabilité, et enfin une dernière thématique sur la résistance à des systèmes cryptographiques. Et c'est dans ce cadre-là que l'ANR a pris le lead pour mener tout l'appel à projet. Voilà, merci. Donc, effectivement, on a réussi déjà à bientôt contractualiser les 2 projets que vous allez écouter aujourd'hui. Et on en a un dernier qui est encore en cours d'instruction. Et donc, on aura un total pour finir de 10 projets dans l'ensemble du programme de PEPR. Mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, écouter donc, les 2 nouveaux qui vont être lancés sous peu et dont les porteurs sont présents normalement. Donc là, on va accueillir Noémie Verdon du CERAG et qui va venir présenter le programme REV pour recherche et exploitation de vulnérabilité. Bonjour à tous. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Aurélien Francillon qui s'excuse d'être là et qui m'a fait l'honneur et la confiance de me confier la présentation de son projet de recherche. Donc, je suis Noémie Véron, je suis maître de conférence à l'Université de Lille et contrairement à beaucoup de partenaires sur les projets cybersécurité, je ne suis pas ingénieure, je suis juriste de formation et juriste en droit public et mon rôle dans le projet REV sera d'analyser les aspects juridiques et les implications juridiques de l'exploitation des vulnérabilités. Je me suis trompée. Alors, le projet REV, en quelques mots, il va conduire à l'analyse et à l'explication et à l'exploitation des vulnérabilités à des fins de cyberdéfense et de cyberattaque. L'idée est pour faire suite aux affaires Pegasus, aux affaires EncroChat qui ont montré la nécessité pour les forces de l'ordre d'accéder par exemple à des messageries cryptées, de disposer des outils d'exploitation de ces vulnérabilités pour arriver à leur fin. Alors sur les ambitions du projet, ce projet a 3 ambitions principales. La première est de rassembler et de développer les forces françaises en matière de recherche et d'exploitation des vulnérabilités, et notamment sur des thématiques qui ne sont pas suffisamment développées. En effet, le projet va se consacrer surtout sur 2 dispositifs qui sont les objets connectés et les téléphones mobiles, qui sont aujourd'hui en fait des systèmes numériques présentés comme les plus sécurisés et qui reposent sur une intrication matérielle et logicielle très importante. Et notamment, c'est pour ces raisons que les smartphones seront au cœur de notre étude. Et l'objet de cette étude d'analyse des vulnérabilités sera essentiellement d'analyser une pluralité de vulnérabilités, de les combiner. C'est-à-dire que le projet va combiner une exploitation de la vulnérabilité matérielle, mais également une exploitation de la vulnérabilité logicielle. Donc en fait, en travaillant par couches et en exploitant chacune des couches de manière simultanée. L'aspect juridique interviendra notamment pour comprendre comment cette exploitation de vulnérabilité va porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Que ce soit la protection de la vie privée, bien évidemment, mais aussi nouveau droit fondamental récent, le droit à la protection des données personnelles. C'est d'ailleurs une des plus-values du projet de recherche que d'associer
aspect technique et aspect juridique. Et on va commencer les premières interactions au moment de l'école d'été du GRD Sécurité Informatique qui aura lieu au courant de l'été, qui sera hébergé à l'Eurocom et qui sera mise en œuvre et en collaboration avec Aurélien Francillon, le porteur du projet. La deuxième ambition de ce projet est de rassembler, de fédérer des équipes de recherche, notamment parce que la recherche en exploitation de vulnérabilité est essentiellement présente dans le secteur industriel et la recherche académique n'a en réalité, ou en tout cas pas à ma connaissance, investi grandement ce domaine de l'exploitation des vulnérabilités. Notamment en France, on voit que la recherche-exploitation des vulnérabilités n'est pas encore un domaine pleinement envisagé et c'est pourquoi le projet de recherche a pour ambition notamment de fédérer la recherche et de fédérer l'analyse et l'exploitation des différents types de vulnérabilités en créant un pôle de recherche global sur cette question. Participe en dernier de cette ambition, c'est de contribuer à l'élévation de la recherche française en matière d'exploitation des vulnérabilités. Ces questions, elles font l'objet de conférences au niveau international, mais lors de ces conférences, pour l'instant, les contributions ne sont pas encore soumises énormément par des Français. Et le projet entend fédérer et accroître la visibilité de la recherche française sur ces thématiques-là. Dernière ambition, il reste quand même assez financier puisque le projet a obtenu un financement de 5 millions d'euros qui permettra de financer, outre du matériel informatique, des serveurs ou des ordinateurs spécifiques pour réaliser l'exploitation des vulnérabilités, va pouvoir permettre de recruter du personnel, des maîtres de conférences, des doctorants. 7 doctorants pourront être recrutés sur ce projet, 4 post-doctorants, mais aussi du stagiaire. Autre aspect intéressant du financement, en tout cas en termes de personnel, une étude sociologique a été commandée et sera réalisée à peu près au milieu du projet pour s'intéresser à l'acceptabilité sociale de l'exploitation des vulnérabilités. Sur la problématique scientifique à proprement parler, aujourd'hui, l'exploitation et la production d'exploits est une réelle problématique scientifique de plus en plus complexe, dans la mesure où les smartphones et les objets connectés sont désormais omniprésents, mais surtout que leur sécurité est présentée aujourd'hui comme un argument marketing de première ampleur. D'ailleurs, on peut citer à ce propos la société Apple, qui en a fait un argument de vente contre le FBI en refusant de donner les clés de connexion au FBI. FBI qui a dû recourir à ses propres hackers pour tenter de pénétrer dans certains téléphones lors d'enquêtes. Pourquoi les smartphones et les objets connectés? Parce que leur architecture moderne et complexe rend l'exploitation des vulnérabilités une à une peu pertinente. C'est pourquoi les différentes attaques doivent combiner et être combinées sur différents niveaux, allant du matériel au niveau logiciel le plus élevé, notamment en exploitant les vulnérabilités des protocoles de communication. Toutefois, la recherche pour la recherche doit être contextualisée et c'est encore une fois là où le droit va avoir pleinement sa place. C'est-à-dire qu'il s'agira pour le Work Package aspect juridique de mettre en place un dialogue avec les ingénieurs pour répondre aux questions suivantes. Pourquoi exploiter les vulnérabilités? À quelle fin? Est-ce que l'on doit protéger, par exemple, des infrastructures nationales? Est-ce qu'on doit permettre aux forces de l'ordre de collecter et de pénétrer des smartphones? À quelle fin? Pour quelles enquêtes? Est-ce que tous les crimes, tous les délits nécessitent la mise en place de ces procédés particulièrement intrusifs dans la vie privée? Peut-on associer le secteur privé ou doit-on fournir des logiciels, des mécanismes publics d'investigation? Quelles limites à l'exploitation de ces vulnérabilités? Et enfin, quel encadrement juridique? Comment on va mettre en place ces encadrements juridiques dans le cadre d'enquête, mais aussi dans le cadre de procès?
notamment en termes de loyauté de la preuve. Est-ce que si l'exploitation des vulnérabilités révèle des éléments qui ne faisaient pas l'objet d'une enquête, est-ce que l'on peut ouvrir par la suite une enquête sur la base de ces seuls éléments qui n'étaient pas censés être récoltés à l'origine? En termes de loyauté de la preuve et de loyauté vis-à-vis des personnes suspectes, peut se poser la question de la légitimité de l'utilisation de ces procédés. Je vais y arriver. Enfin, sur les défis. Le premier défi, c'est d'envisager globalement l'analyse des vulnérabilités. Le projet va permettre un consortium de créer un consortium de scientifiques reconnus, chacun dans leur domaine de compétences, que ce soit sur les attaques et l'exploitation matérielle des smartphones, sur les attaques visant les couches basses des logiciels, notamment les OS, ou encore les attaques ciblant les logiciels, pour aller enfin sur les attaques les plus hautes, les attaques ciblant les protocoles de communication. L'idée est donc de combiner ces différentes attaques pour permettre l'exploitation de la vulnérabilité. Ce qui nous conduit à notre deuxième objectif, c'est comment permettre l'exploitation de ces vulnérabilités, comment notamment les caractériser et les comprendre et comprendre leur degré d'exploitation. C'est-à-dire comment chaque classe de vulnérabilité peut être utilisée pour elle, mais aussi dans un ensemble. Quelle est la place de chacune des classes de vulnérabilité dans l'utilisation, dans leur exploitation. Et enfin, par les aspects juridiques. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée sera vraiment de créer un cadre non pas sur la recherche et la compréhension de ces vulnérabilités, mais sur leur utilisation, notamment par les forces de l'ordre, mais aussi par les forces de renseignement. Gérard Darmanin nous en a encore parlé hier lors de son audition au Sénat, qu'il était important pour les forces de l'ordre de disposer de ces outils pour pénétrer les messageries, alors non pas des réseaux terroristes islamiques cette fois, mais des réseaux qu'il appelle de l'ultra-gauche. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour les forces de l'ordre et on voit la volonté politique d'accroître la recherche sur ces questions-là. Sur l'organisation du projet maintenant, le projet est réparti en lots, en work package, 6 work packages de 0 à 5, est réparti en fait en couches de vulnérabilité. Alors le premier lot sera consacré à l'attaque et à l'exploitation matérielle, c'est-à-dire qu'il aura pour objectif de développer de nouvelles techniques permettant l'exportation des connaissances en attaque physique d'un système numérique, notamment en utilisant les canaux cachés du logiciel, en injectant des fautes ciblant les cartes à puce ou les microcontrôleurs des logiciels. Le lot 2 sera concentré sur les attaques de logiciels bas niveau, c'est-à-dire qu'il aura pour principal objectif de combiner les aspects logiciels et matériels afin de caractériser la surface d'attaque d'une plateforme par l'analyse des interactions entre le logiciel et le matériel. C'est sur ce lot-là, sur ce work package-là, qu'on va travailler l'aspect en forensique. Enfin, le lot 3 sera consacré aux attaques sur les systèmes d'exploitation et notamment l'exploitation et l'analyse des vulnérabilités sur les applications type Android, leur TEE ou notamment l'utilisation des DRM qui nous empêchent de télécharger un film sur Netflix, par exemple. Avant-dernier lot, le lot 4, qui mettra l'accent sur l'analyse des vulnérabilités d'applications spécifiques et de certains protocoles de communication, dont les objets connectés. Et enfin, le dernier lot, qui sera le lot juridique, a pour ambition d'analyser le cadre juridique existant, c'est-à-dire le champ des possibles dans la loi sur
l'exploitation essentiellement des vulnérabilités, donc c'est-à-dire comment les services de police et les services de renseignement peuvent capter des données informatiques, peuvent pénétrer par exemple dans une messagerie Telegram, Signal, WhatsApp, pour donner des exemples, mais aussi de travailler sur l'aspect après l'enquête. Qu'est-ce qui se passe dans un procès? Comment on peut contester ces preuves? Est-ce qu'on peut les contester? Est-ce que l'utilisation d'une exploitation de vulnérabilité est un élément de preuve suffisant? Finalement, l'objet de ce lot, ce sera de tracer quelques lignes rouges aussi en matière de protection des droits fondamentaux et de protection de du droit au respect de la vie privée. Alors, le consortium, on va passer rapidement. Et là, je crois que... Oui, non. Hop là. Alors, ça, c'est la vue d'ensemble de chaque tâche, mais on ne va pas vous les présenter parce que je serais très peinée de devoir expliquer beaucoup plus en détail les techniques et les tâches de certains lots. Donc, on va en passer rapidement à la conclusion, mais je serai disponible pour les questions. Alors, pas sur tous les aspects, là encore, mais sur ceux auxquels je peux répondre, je me ferai une joie de répondre. Donc, en conclusion, le projet souhaite avoir un impact fort sur la compréhension de la structuration de la recherche en matière d'exploitation des vulnérabilités. Deuxième aspect du projet, c'est ce dialogue permanent et qu'on entend permanent avec Aurélien Francillon entre SSH, entre sciences sociales et sciences dures ou sciences exactes, on le dira. Troisième point qui est important de relever dans ce projet, c'est son aspect global. C'est-à-dire qu'encore une fois, chaque vulnérabilité ne sera pas analysée en tant que telle, elle est perçue dans un ensemble cohérent où il s'agira de combiner plusieurs types d'attaques. Et enfin, ce projet vise l'excellence scientifique en permettant aussi à ses acteurs, à ses partenaires, de publier dans des revues nationales, internationales de classe A, comme ils l'ont fait bien avant et qui le feront sans doute bien après, mais aussi en utilisant des workshops de dissémination, des écoles d'été. Et nous entendons mettre également en place un projet de comité de suivi pour associer les acteurs institutionnels et pour mieux comprendre leurs besoins aussi en matière d'exploitation des vulnérabilités. Je vous remercie de votre attention.